C'est avec beaucoup d'émotion que les téléspectateurs et les âmes sensibles, conduits par l'équipe de Secours Plus, ont constaté la souffrance de Daniel Mekinda, jeune garçon de 4 ans originaire d'Ayos, dans la région du centre au Cameroun. Daniel, depuis sa naissance, a souffert d'une hernie inguino-scrotale. Un mal qui peut sembler banal, mais qui a été l'objet d'un rejet et d'une stigmatisation de son environnement de résidence. En plus, Daniel n'a pas été scolarisé pour les mêmes raisons. Sa santé assez délicate. Sa mère Amandine Bana, malgré ses efforts au quotidien dans le petit commerce, n'a pas pu réunir la somme demandée pour une prise en charge efficace du petit Daniel. Elle a lancé un cri de détresse auprès de l'association Urgence Plus Monde, qui a relayé sa peine au travers de l'émission humanitaire Secours Plus. Après son passage sur le petit écran dans le cadre de l'émission Secours Plus, Daniel a attiré la compassion des âmes de bonne volonté qui se sont joints par des dons financiers pour qu'il puisse subir au plus tôt une intervention chirurgicale. Le montant réuni, l'équipe de Secours Plus, avec le soutien de son partenaire de l'hôpital Raquel Bruck de Yémessois, a organisé sa prise en charge dans l'urgence. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi et son oreille n'a pas été. Mesdames, Messieurs, ça fait quelques minutes que nous sommes quittés de Yaoundé, nous sommes en direction de Yémessois, avec naturellement l'équipe d'Ascovim, avec le docteur Bouélé. Nous allons justement, comme cela, vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur le petit de 4 ans qui s'appelle Daniel, qui a été également pris par notre équipe à Ayos dans le centre. Nous avons pensé qu'il était important pour nous, puisque vous nous avez soutenus, de vous montrer également ce que vos dons font naturellement dans la vie des familles, de plusieurs familles et de plusieurs personnes. Donc nous espérons arriver dans quelques temps seulement à Yémessois, à l'hôpital Raquel Bruck, qui de plus en plus est un partenaire à ce programme, pour assister avec vous à l'intervention chirurgicale sur le petit Daniel qui souffre d'une hernie inguino-scrotale. Donc ne quittez pas le petit écran, voyagez avec nous, c'est maintenant. Ma gratitude. L'équipe de Secours Plus se rend ainsi à l'hôpital Raquel Bruck de Yémessois, conduit aimablement par l'équipe de l'association Ascovim pour l'intervention chirurgicale du petit Daniel. En effet, le fondateur de cette organisation, le docteur Bouélé-Georges, est par ailleurs le chirurgien qui prendra en charge techniquement notre patient. Voilà, ce fut un bref voyage, assez agréable. Et voilà, nous sommes à Raquel Bruck de Yémessois. Nous allons naturellement entrer pour voir comment le patient se trouve et naturellement le préparer à entrer au bloc. Nous sommes un peu fatigués, mais ça va aller. À tout à l'heure. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires. Pendant que le petit Daniel va être conduit au bloc, Amandine, sa mère, reste inquiète quant à l'issue de l'opération. Une intervention qui a été confirmée simple et de routine par le médecin, mais qui ne change en rien l'état émotionnel de cette mère qui veut voir son fils sortir totalement restauré. Comme d'habitude, les spécialistes vont plonger le petit patient dans un profond sommeil pour qu'il puisse vivre cette intervention en toute sécurité. Et vous avez été là.
me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. La phase anesthésiste va très vite laisser place à l'opération proprement dite. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes prêts à pouvoir aller au bloc opératoire pour justement vous faire assister et assister naturellement avec vous l'intervention chirurgicale sur Daniel. Daniel qui a été depuis sa naissance victime d'une hernie inguino-scrotale. Nous l'avons pris depuis AIOS grâce à votre soutien pour lui faire subir cette intervention chirurgicale ici à l'hôpital Raquel Bruck de Yeumessois qui de plus en plus est un partenaire à cet autre programme. Comme vous pouvez percevoir, nous avons sa maman qui est très inquiète en attendant que le fils Daniel soit opéré. Mais nous ne manquons pas de la rassurer comme d'habitude, hein, que tout va bien se passer. Et voilà, elle s'appelle Amandine, c'est ça? Armandine, voilà. Amandine, le docteur l'a calmée tout à l'heure, mais ça ne suffit pas, elle est toujours inquiète. Mais il faut que tu comprennes que ce qui va se passer au bloc, c'est pour le bien de l'enfant et pour ton bien. Parce que tu as crié à l'aide et naturellement, tous ceux qui t'ont regardé ont pensé qu'il était important de pouvoir donner leur main de soutien. Et c'est ce qui s'est passé naturellement grâce à tous ces téléspectateurs. D'accord? Donc tu n'as pas à t'inquiéter, toutes les larmes que tu as versées tout à l'heure. Je ne pense pas que ça vaut la peine, à part si ce sont les larmes de joie, parce que c'est aussi possible que ce soit les larmes de joie. D'accord? Alors, nous on va aller, ils ont commencé et pour ne pas être en retard, nous allons aller également au bloc opératoire. Donc, courage à toi, d'accord? Donc nous allons, comme on vous l'a dit, nous allons aller au bloc opératoire avec le docteur Bouélé et toute son équipe qui y sont déjà. Nous allons courir parce que la phase anesthésique est finie depuis. Alors on va se dépêcher. Naturellement, non pas sans vous. Vous ne quittez pas le petit écran et vous allez avec nous au bloc opératoire car c'est votre travail que nous sommes en train d'accomplir. Cool. Voilà. Nous sommes déjà dans les parvis du bloc opératoire, donc maintenant tout est un peu plus sérieux. Comme vous pouvez apercevoir, le docteur Bouélé est déjà pleinement dans sur le champ opératoire et tout est en train de très bien se passer à ce que je vois à distance. Donc on va faire comme d'habitude, on va entrer doucement et on va davantage s'enquérir de la situation avec vous. Le travail a commencé pour ces passionnés de la chirurgie. Tête baissée sur leur jeune cible, l'objectif est de le restaurer et d'éviter toute complication post-opératoire. Un travail simple, nous a confirmé le spécialiste. Toutefois, un minimum de concentration est nécessaire pour ne pas commettre l'irréparable. Ces moments d'intervention sont aussi, en même temps, des séances de travaux pratiques, de formation et d'enseignement pour des étudiants. Des précieux instants également bénéfiques pour l'équipe de Secours Plus qui, comme d'habitude, voudrait toujours apprendre. Pendant que Daniel
est en train d'être libéré de cette malformation congénitale. Les internautes, amis facebookiens, peuvent suivre en direct le déroulement de l'opération sur la page Facebook de l'association Urgence Plus Monde. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Ça se voit, c'est la fin de l'intervention chirurgicale. Le docteur Bouélé nous fait part du bilan de cette action pendant que le pansement se poursuit sur le champ opératoire. Et son oreille n'a pas été pour écouter. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons achevé avec notre émission, du moins avec le bloc opératoire. Nous sommes en présence naturellement, comme c'est de coutume, avec le docteur Bouélé, que nous avons arraché du champ opératoire pendant que les autres médecins sont en train de, les infirmiers sont en train de finaliser justement avec la fermeture et avec le pansement justement de la plaie. Alors docteur, est-ce que quel est l'acte que vous venez de poser et est-ce que ça s'est bien passé? Alors, comme on l'a dit avant, l'acte consistait à fermer le canal péritoneo-vaginal. Et ce canal a été fermé. Et je pense que non seulement tous les téléspectateurs et tous les donateurs et tout le monde scientifique pourra le voir à l'émission. Effectivement. Mais à la première intervention chirurgicale, il s'agissait, je veux dire, à la votre première intervention dans l'autre émission, justement, vous étiez en train de présenter la maladie, mais il y a certainement des personnes qui ont pris cette nouvelle émission avec l'intervention chirurgicale. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler déjà de quoi le malade souffrait et comment vous avez eu à remédier à la situation? Avec plaisir. Cet enfant est un enfant de 4 ans qui souffrait donc d'une hernie inguinoscrotale due à la persistance du canal péritoneo-vaginal. Ce canal qui existe du fait du passage du testicule de la cavité abdominale vers le scrotum pendant la naissance, la vie fœtale et la naissance. Alors, la persistance de ce canal donc amène parfois les intestins à emprunter le même canal et l'enfant va se retrouver avec une hernie inguinoscrotale. Alors, notre travail de ce jour aura été de fermer ce canal grâce aux dons de toutes les personnes et toutes les bonnes volontés qui ont répondu à l'émission et surtout grâce à l'existence de l'émission qui est partie dénicher cet enfant très loin dans la forêt pour pouvoir l'amener et lui apporter du sourire. Cet enfant, rien que ces petits gestes-là permettront à cet enfant d'avoir un meilleur épanouissement scolaire et qui sait, professionnel. Voilà, ceci est dit, ceci étant, je pense que le travail a été fait. Déjà, il faut le dire, avec Axcobim, de plus en plus, Urgence Plus Monde a tissé un partenariat fort pour que les interventions chirurgicales se fassent de plus en plus de manière professionnelle et en plus de cela très moins chère, avec naturellement l'hôpital Raquel Bruck où nous nous trouvons actuellement. Donc nous voulons dire merci à tous nos partenaires et naturellement merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette intervention chirurgicale de manière financière en donnant un don, 2 dons. Nous voulons vous dire vraiment merci. C'est sur ce que nous allons justement clôturer notre intervention, mais en vous laissant naturellement avec le malade sur la table pour que vous puissiez voir toute la fin de l'intervention chirurgicale. Merci encore pour votre soutien. Bye bye. Bye bye. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières. Je reste debout, je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Je remercie d'abord le Seigneur et je remercie à toutes
toute personne qui a contribué pour mon fils doit être opérée pour que Dieu leur donne une longue vie. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Bienvenue à tous. Nous parlons ce jour d'épilepsie. C'est une maladie que nous connaissons plus ou moins. C'est une maladie qui nous est proche en Afrique et au Cameroun. Nous ne sommes pas ignorants de ce qu'elle représente, de comment elle se manifeste, mais il y a certainement des détails également que nous avons besoin de découvrir. Et justement, pour apporter la lumière sur cette pathologie, un spécialiste est avec nous, Daniel Joyoum. Bonjour. Bonjour Aminatou. Vous êtes neurodiagnosticien. Vous êtes également le fondateur d'une association qui a pour nom GOE, Global Organization of Health Education, basée aux États-Unis. Et vous êtes au Cameroun pour notamment prendre part aux activités relatives au premier anniversaire de Urgence Plus Monde. Dans le cadre de ces activités, vous serez l'intervenant d'une conférence qui porte sur l'épilepsie, notamment sa prise en charge et faire savoir au grand public que c'est une maladie dont on peut guérir. Cela, on l'ignore en général. Avec vous donc, nous parlons d'épilepsie. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a un genre de personne? Est-ce qu'il y a un genre d'activité qui prédispose à être atteint de cette maladie? Déjà, merci Aminatou. L'épilepsie est une maladie comme toutes les autres et toute personne est vulnérable à l'épilepsie. Dans le cadre des enfants, ça peut être par des maladies génétiques ou des malformations du cerveau qui créent l'épilepsie. Ça peut être par des accidents qui peuvent créer des épilepsies. Ça, c'est le cas des enfants. Quel genre d'accident? Des accidents, par exemple, un enfant qui tombe et peut se heurter la tête. Ça peut des chutes brutales et des coups, un coup. Les enfants qui jouent donnent un coup assez fort sur la tête de l'enfant. Ça peut créer des dysfonctionnements dans le cerveau qui va au futur créer je dis souvent des courts-circuits dans le cerveau qui va demain. Comme une décharge électrique? Oui, qui va créer des épilepsies. Donc ça, c'est le cas des enfants. Régulièrement, au milieu tropical, nous avons plus l'épilepsie causée par le ténia qui vient du porc. C'est-à-dire, si on mange de la viande du porc qui n'est pas bien cuite, on peut avoir du ténia. Demain devient affecter le cerveau. Oui. Et puis, on appelle neuropsychosis qui se passe dans le cerveau. Et là, ça peut créer l'épilepsie. Et c'est le cas qui est le plus connu en milieu tropical. Le plus courant aussi. Le plus courant aussi. Bon, et aussi pour des personnes âgées, l'épilepsie peut être causée par ce qu'on appelle en anglais stroke, ce que vous appelez ici des AVC. Puisque, accident vasculaire cérébral. Justement, puisque accident vasculaire cérébral, comme vous le dites, il y a l'oxygène qui ne va pas dans le cerveau, ça crée des dysfonctionnements et demain, des courts-circuits, comme je le dis toujours, j'aime utiliser des termes que tout le monde peut comprendre, parce que nous ne sommes pas dans un cadre purement scientifique. Donc ça aussi peut causer l'épilepsie dans des personnes âgées, plus âgées. En général, quand on parle d'épilepsie, on a des images fortes qui nous viennent, qu'on ait assisté ou pas, ou bien qu'on en ait été témoin lointain. On a l'image de quelqu'un qui s'agite, qui perd conscience, qui a des spasmes involontaires sur une ou plusieurs parties du corps. Et en général, c'est effrayant, c'est effroyable de vivre ça. Et on a envie de stigmatiser, de se mettre à l'écart, de fuir ce genre de personnes, surtout en moment de crise. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que assister à une crise, toucher une personne qui souffre, est-ce que être en contact avec la salive qui pourrait dégouliner de sa bouche, est-ce que c'est un facteur dangereux ou susceptible de contamination? Dans mon expérience en tant que clinicien, technicien, je travaille dans le diagnostic avec des patients qui souffrent de l'épilepsie. Et pendant les symptômes, pendant qu'ils manifestent dans la crise, on les assiste. Il y a un critère, comment s'occuper d'eux, et ils ne sont pas contagieux. C'est pas du tout. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui tombe de l'épilepsie. Il faut l'encadrer, il faut éviter l'assister, éviter qu'il se heurte. Il ne va pas vous contaminer. Ce n'est pas une transe
de magie qui peut se passer à l'autre. Donc, c'est pas à craindre. Quand un ami, un frère, un membre de la famille a une crise d'épilepsie, c'est pas contagieux. Je le dis en tant que technicien, j'ai travaillé avec des patients qui étaient en train de faire l'épilepsie. Des épilepsies stimulées, c'est-à-dire nous avons poussé le patient à avoir l'épilepsie pour faciliter son diagnostic. Et en 2 mots, comment est-ce qu'on gère ça? Quand ça se passe pendant la crise? Créer un espace sécurisé, non accidenté. Ne pas mettre des bâtons ou des trucs dans la bouche du patient. On le fait généralement, oui. C'est pas conseillé, vous allez endommager. Créer de l'espace sécurisé. Et laissez-le, la transe va finir. Et puis, s'il y a un médecin à côté, il peut administrer des médicaments qui coupent l'épilepsie. À défaut? À défaut, bon, je ne... Assister la personne et non narguer la personne, parce que même quand il se réveille, il peut se sentir mal. Le référer oui. après. Ouais. Pour les personnes qui vous approchent, ou alors simplement pour celles qui nous écoutent en ce moment, le diagnostic de l'épilepsie, comment est-ce qu'il s'opère? Comment est-ce qu'il s'effectue? Comment est-ce qu'on le fait? Très bonne question. En fait, ce sont les raisons qui me poussent à devenir diagnosticien, parce que je vois qu'au Cameroun, dans mon pays, ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas déjà la technologie. Donc, je me suis rapproché des États-Unis pour apprendre le diagnostic, pour pouvoir revenir ici, expliquer, et au futur, apporter cette technologie ici pour le diagnostic. Dans le cas des États-Unis, ce qui se fait quand un patient a une crise épileptique, c'est qu'on fait, on fait l'EEG, électroencéphalogramme. On étudie les activités électriques du cerveau. Puisque comme... aussi ici des oui. Oui, justement, ça se fait. J'ai appris que ça se fait déjà ici. Donc, quand on le fait, la première phase, c'est juste pour voir dans tout le cerveau, d'où, de quel côté l'épilepsie, le côté affecté. Oui, la source ou the focal point, where it's starting. D'accord. Donc, du coup, quand on détecte d'où ça commence, on peut faire des diagnostics plus approfondis. Là, on ouvre le cerveau complètement et on met les électrodes sur la zone touchée. On diagnostique encore plus bas. Là, après ça, on peut faire ce qu'on appelle une chirurgie de resection surgery. Qui consiste en quoi? Qui consiste à causer avec le neurochirurgien, le neuropsychologue, le neurologue, pour juger si cette partie du cerveau peut être retirée, extraite. Oui. Et s'ils jugent tous qu'il n'y a pas de dégâts et tout, ça se fait. Ça, c'est le cas des épilepsies focal seizures. Parce qu'il y a d'autres épilepsies aussi qui sont dans le côté généralisé. Et quand on fait le diagnostic et qu'on découvre que c'est généralisé, ce patient n'est pas un bon candidat pour la chirurgie. Ce candidat va être mis sur médicaments. Régulièrement, ici dans la zone tropicale, on utilise le phénobarbitol. Et phénobarbitol, c'est ce qui est plus ou moins utilisé pour tranquilliser l'épilepsie. Juste pour que quand il a des actions, il prend le comprimé, ça va un peu... Ça n'arrête pas complètement les crises. Ça n'arrête pas et ça a un calmant en fait. Oui. Donc ça peut maintenir le patient pendant toute une vie. Peut-être réduire la fréquence. Oui. Donc quand on dit la guérison en fait, c'est la guérison dans le cadre chirurgical. Parce que beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on vient de découvrir un médicament? On a envie de savoir, est-ce qu'il y a un médicament qu'on peut prendre et tout de suite on est guéri de l'épilepsie? Bon, scientifiquement, je ne sais pas, mais je ne doute pas aussi de nos médicaments traditionnels. Parce que peut-être il y a des concoctions qu'on peut mélanger. En même temps, ça produit la phénobarbitol, qu'on ne sait pas. À long terme, il est question, vous dites, de réduire les crises, de les espacer. Est-ce qu'à un moment, c'est possible qu'elles s'arrêtent complètement? Justement, comme je vous parlais du cas de l'épilepsie focale, si on a détecté et qu'on fait la chirurgie, on retire cette partie. On peut parler de no seizure, seizure free, où le patient n'a plus de crise. Oui. Et la prise en charge, globalement, elle s'articule donc autour de la chirurgie ou alors la prise de médicaments? Ça commence par le diagnostic d'abord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord diagnostiquer déjà quel type d'épilepsie ce patient. Il faut partir de chez soi, se rendre chez un médecin, faire son diagnostic. Voilà. Se rendre chez un médecin, si le médecin a un diagnosticien, il peut l'envoyer chez le diagnosticien. Voilà. Il fait le diagnostic, il revient chez le neurologue. Le neurologue juge, ok, ça vient de tel côté, on peut faire chirurgie ou pas. Si on peut faire chirurgie, il voit le neurologue, le neurochirurgien,
Et ensemble, ils déterminent si c'est possible. Si on ne peut pas faire chirurgie, ils voient quel médicament peut aller. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre association? On aimerait bien savoir, GOI. GOI, c'est quoi? Vous faites donc quoi et quelles sont vos actions? GOI, Global Organization of Health Education, le but c'est d'enseigner la médecine, les techniques de médecine dans le monde. Et j'aimerais, comme l'épilepsie, la neurodiagnostic, utiliser GOI pour former des techniciens plus forts que moi au Cameroun. Avec GOI, c'est possible. Nous le faisons déjà en Éthiopie. Nous avons 5 étudiants qui se forment présentement avec des cours dispensés en ligne et des visites des techniciens qui iront sur le terrain dans leur milieu les former. On veut faire la même chose au Cameroun, former des gens en neurodiagnostic, au futur dans la cardiologie, au futur dans tous les autres domaines. Donc c'est un peu ce qu'on appelle giving back. C'est une manière pour moi de redonner ce que j'ai appris pour développer mon beau pays, le Cameroun et mon continent, l'Afrique. Daniel Dioyoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et d'en apprendre plus, notamment sur l'épilepsie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous honorer à chaque fois de votre fidélité. Et notre mot de fin reste le même, rester connecté en regardant Secours Plus, mais surtout en contribuant, en participant, en apportant du secours aux personnes nécessiteuses qui vous sont présentées. Merci de continuer de regarder Secours Plus qui se poursuit justement. Bien que ce soit parfois pénible et éprouvant, suscitant des émotions à chaque fois fortes et parfois profondes, l'action vers les malades démunis reste la passion de l'équipe de Secours Plus. Devant les obstacles spirituels, matériels et parfois financiers, la machine ne s'arrête pas de tourner. Une solution est toujours trouvée pour que le meilleur soit effectué pour sortir ces âmes en peine de la souffrance et de la maladie. Ressens ma douleur, entends mes pleurs. L'équipe de Secours Plus est cette fois à Douala et en route pour la cité Berge, un quartier périphérique de Douala au Cameroun. Malgré ma souffrance. Dans cette zone assez insalubre, dit Marie-Thérèse Kenta, une autre âme en détresse qu'il faudra secourir. Accablé par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. Mesdames, Messieurs, ici nous sommes à Village. Nous sommes aux environs de la cité Berge. Nous sommes venus pour soutenir, pour secourir une jeune dame d'environ 38 ans qui s'appelle Marie-Thérèse et qui a justement un réel problème au niveau de son cou. C'est pour être un goitre qu'elle porte comme cela sur elle depuis environ 14 ans. Elle a besoin vraiment de notre secours, elle a besoin de notre soutien. Nous avons décidé comme cela de pouvoir venir sur le terrain. Nous sommes donc à Douala, à Village, aux environs derrière Entrebille, pour ceux qui connaissent la ville de Douala au Cameroun. Derrière se trouve donc justement la maison qui abrite Marie-Thérèse et sa famille. Nous allons aller suivre l'histoire de Marie-Thérèse tout de suite. Nous vous prions de ne pas quitter le petit écran, c'est maintenant. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci.
Merci. Bonjour. J'ai l'impression qu'elle est autiste. Ouais. Ah bon, c'est toi la malade. Tu t'appelles Marie-Thérèse, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, la famille est toute réunie ici chez eux. Nous allons commencer le temps pour vous de pouvoir avoir cette petite pause et puis le temps pour nous également de nous installer. Voilà. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Voici Marie-Thérèse. C'est une jeune dame de 38 ans, originaire de Foréké Partchang, à l'ouest du Cameroun. Elle serait malade depuis près de 14 ans après la naissance de sa première fille. À l'âge de 22 ans, et quand j'ai porté la grossesse de ma fille, c'est alors là que je suis sortie de l'hôpital. J'ai bien accouché normalement, sans problème. Je suis sortie de l'hôpital, arrivée à la maison, j'ai fait 1 semaine à la maison. Le poids commençait à enfler. La maman, j'ai montré à la maman, j'ai dit à la maman que voir mon cou quand il enflé. La maman aussi se disait que c'est l'abcès, que ça va, elle partait chercher les antibiotiques pour me donner. J'ai bu. Ça n'allait pas, ça fait que se mentir. Ils sont partis à la cantine. Arrivé à la cantine, elle m'a dit que c'est le début du goitre, qu'il faut opérer avant que ça s'empire. Et la maman n'avait pas assez de moyens. Je suis rentrée, j'ai dit au père. Le père a dit que je vois la maman, que c'est la maman qui peut s'occuper de moi. Que je suis son enfant. Je demande au père que je suis que l'enfant de la mère, que je suis aussi ton enfant. Le père dit que je vois que la mère va s'occuper de moi. Selon Gabrielle, sa mère, Marie-Thérèse aurait eu une enfance difficile avant de se remettre sur pied pour après se retrouver dans cette situation d'urgence. Quand j'ai pris sa grossesse, j'étais toujours malade, toujours hospitalisée à la cantine, jusqu'à je l'ai accouchée à 7 mois. Et j'ai fait encore 2 mois à la cantine avec elle. Mais elle est sortie, il n'y avait plus de problème. Mais à l'âge de 6 mois, elle a commencé les maladies. Jusqu'à l'âge de 7 mois, sa santé s'est un peu améliorée. Mais elle était toujours faible. Donc parce qu'à sa naissance, elle n'a même pas tété, elle a refusé le sein. Donc j'ai tout fait, j'ai marché des hôpitaux en hôpitaux avec elle. Elle a marché à l'âge de 3 ans. Elle s'est levée, elle a dépassé même les enfants de son âge en corpulence et en taille. Depuis les 3 années-là, elle n'a plus eu de problème. C'est quand elle a eu la grossesse de l'enfant, elle a accouché. Un matin, elle me dit que maman, je sens quelque chose ici au niveau de ma gorge. Moi, je te croyais que peut-être c'est l'angine ou bien l'abcès. J'ai donné aussi les antibiotiques. Après un certain temps, elle me disait que maman, ça ne va pas. Je suis allée à la cantine. On a prescrit les produits, tout. À l'époque, j'ai acheté les antibiotiques qu'on a prescrits parce qu'on avait dit qu'on fait l'échographie. Je n'avais pas de moyens. Je suis rentrée à la maison avec elle. Après, elle est partie
en mariage. Quand elle a couché sa dernière fille, c'était par césarienne à la Quintinée. En accouchant, on s'est préparé pour faire l'opération, pour l'amener encore à l'hôpital. J'ai constaté qu'elle était encore enceinte. Et la grossesse, c'est compliqué. Elle a accouché par césarienne. Le peu de moyens qu'on avait, c'est fini à l'hôpital. Et je n'ai plus eu de moyens pour la soigner. Participons à ce bienfait. Participons. Marie-Thérèse vit avec Louis Roger, son concubin, depuis une dizaine d'années. Ils ont ensemble ses 3 enfants. Ce dernier vit au quotidien les douleurs de sa compagne. Elle a trop de malaise, elle a du mal à dormir, elle a même des fièvres, elle a même des tremblements, même parfois elle tremble. Au point qu'elle chute, même parfois on ne sait pas de quoi, il y a des causes de ces chutes. Ce qu'elle me dit chaque fois quand je rentre le soir, et en plus même, qu'elle porte peut-être un seau qui pèse, la douleur, oui, recommence. Oui. Donc, quand ça commence, le mal de tête, les nerfs sont tendus, sont vraiment très tendus. Elle est vraiment bouleversée. Ivana Ndombou a 14 ans et est en 4e. Elle est la première fille de Marie-Thérèse. Son père est décédé. Le père de celle-ci, il est mort. Il était fils unique. Moi, je n'avais jamais vu sa maman. Il m'avait dit que sa maman était morte quand elle était petite. Donc, elle n'a personne, elle n'a que moi. Depuis qu'elle est consciente de la maladie de sa mère, elle est remplie de chagrin et se sent coupable face à cette situation. Quand j'étais venue à la maison, elle m'a dit que c'est depuis que je suis née qu'elle a eu cette maladie. Elle a commencé à me sentir bizarre, que c'est à cause de moi que j'ai eu cette maladie-là, que si je n'étais pas née, que peut-être qu'elle serait bien importante. Aujourd'hui, maintenant, dans ma tête, je savais que je vais faire mes études, toutes mes études, me concentrer sur mes études pour que demain, si j'ai les petits moyens, je soigne ma mère et je ma chaîne à son cours. Depuis le début de sa maladie, Marie-Thérèse a quelquefois été à l'hôpital. Mais elle s'est très vite butée au défi qu'on lui a proposé pour une opération. Sa mère et elle ont par la suite décidé de se tourner vers les tradipraticiens, mais jusque-là, sans suite favorable. La maman m'a amené aussi au village pour la tradition. Ça n'a rien marché, ça n'a rien donné. C'est un cabinet civil même des environs qui nous ont fait des petits médicaments puisqu'on n'est pas à la hauteur d'attaquer vraiment le problème à la cible, oui, à la racine. Oui, on s'est battu à trouver peut-être des calmants en attendant trouver une solution vraiment confortable à sa maladie. On jongle seulement. Mesdames, Messieurs, nous sommes effectivement dans une situation d'urgence. Cette famille a véritablement fait de son mieux pour pouvoir trouver une solution pour une intervention chirurgicale d'urgence. Mais il est toujours important de pouvoir rencontrer le bon médecin, le bon spécialiste qui pourra véritablement diagnostiquer la profondeur du mal et proposer une solution par rapport à ce mal. Cette famille a donc rencontré un spécialiste où le diagnostic a été fait. Il y a un besoin urgent d'une intervention chirurgicale. Mais la question est claire. Est-ce que Marie-Thérèse et sa famille peuvent tenir face au coût de cette intervention chirurgicale? Je crois que tu es là. Bon, elle avait souvent des petites douleurs, on achetait des produits. Quand elle est partie vivre avec son mari, ça s'est empiré.
Et on n'avait pas on s'est battu, mais on n'avait pas assez de moyens pour faire opérer cela. Quelques temps après, chaque fois elle se plaignait, elle me disait quand la douleur monte, c'est comme la folie. Elle peut marcher, elle sort de la maison, elle marche, elle ne sait pas où elle va. Et les enfants l'insultent parce qu'elle a trop souffert de cela. C'était pour eux comme un traumatisme. Puisque, étant enfant, elle avait eu un problème où elle était paralysée. Bon, elle me dit au quartier, parfois on la rejette, les gens ne veulent pas la voir. Au fur et à mesure que le temps passait, elle disait que ça lui faisait tellement mal. Mais qu'elle n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. Moi, étant élève, à l'époque, je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, je ne fais encore rien parce que je suis encore étudiante. Et on a fait les examens. Ils ont fait les examens. C'était tellement coûteux. On n'a pas pu continuer. Et avec cela, on était obligé d'arrêter. Parce que vu qu'on ne faisait rien, moi, on ne faisait presque rien. Bon, le papa est décédé. On était vraiment obligé d'abandonner certaines choses. Elle souffre énormément, tellement. Même ses enfants, parfois je m'assois. Après mon bac D, j'ai même décidé de faire la médecine vu son état de santé. Parce que dans ma famille, il y a vraiment des cas de maladie. Parfois sur le mal de dents, parfois son cas et ses enfants également. Qui ne sont pas d'autres, il y a l'autre qui ne sont pas vraiment en bonne santé constamment, qui sont constamment malades, elle également. Marie-Thérèse a été conduite chez un spécialiste pour un diagnostic médical plus approfondi et une évaluation de la situation générale. Le docteur Kweleko Numbisi, partenaire de l'association Urgence Plus Monde, a bien voulu se prêter une fois de plus à un jeu de questions-réponses face à la caméra de Secours Plus. Madame Kensa Dombo Marie-Thérèse est une patiente de 38 ans de sexe féminin qui présente une maladie de la glande thyroïde. C'est en fait une tumeur, entendez par là une pathologie, une augmentation de volume de la glande thyroïde qui évolue depuis 14 ans et qui évolue en augmentant progressivement de volume, qui n'est pas douloureuse et qui vraisemblablement serait un goitre. La survenue d'une maladie de la thyroïde comme le goitre peut avoir plusieurs causes, mais qui sont le plus souvent dues à une carence en un sel minéral qu'on appelle l'iode. Les carences en iode peuvent entraîner, n'est-ce pas, un goitre. Il peut aussi s'agir d'un trouble dans la sécrétion des hormones thyroïdiennes ou encore des pathologies inflammatoires de la glande qui peuvent avoir comme conséquence la survenue d'un goitre. Selon le spécialiste, il faudrait obligatoirement faire passer Marie-Thérèse par le bloc opératoire pour une intervention chirurgicale d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'une tumeur bénigne de la glande thyroïde qu'on appelle banalement ou bien qu'on appelle habituellement le goitre, lorsqu'on s'est rassuré que la sécrétion des hormones est normale, c'est-à-dire qu'on est dans notre jargon en euthyroïdie, le traitement c'est une chirurgie. Et cette chirurgie s'appelle la thyroïdectomie. Et pour notre patiente qui a une glande qui est pratiquement envahie par la tumeur, on fera une thyroïdectomie totale. Parce qu'en fait, l'échographie nous rapporte que la glande est totalement envahie. Mais en péropératoire, c'est-à-dire au cours de l'opération, le chirurgien peut macroscopiquement, c'est-à-dire à l'œil nu, juger qu'une partie de la glande est encore morphologiquement normale et laisser un petit moignon qui continuera à produire des hormones de telle manière qu'on puisse éviter
que la patiente ne soit sous un traitement substitutif, n'est-ce pas, à vie. Ce ne sera pas évident pour cette dernière de mobiliser le nécessaire requis pour son opération et en plus dans l'urgence. Les complications de cette pathologie sont de plusieurs ordres. Localement, une augmentation de volume de la glande thyroïde peut entraîner des compressions des organes voisins, notamment la trachée, l'œsophage, qui sont situés derrière, n'est-ce pas, la thyroïde. Il peut avoir une évolution, et ça se fait habituellement lorsqu'il y a une évolution vers la cage thoracique. La glande peut croître en même temps qu'elle est visible dehors. Elle peut aussi, n'est-ce pas, croître vers la cage thoracique et faire ce qu'on appelle le goitre plongeant. Et ça, c'est dans les goitres plongeants, habituellement, il peut y avoir des signes de compression de la trachée avec des difficultés respiratoires. Pour notre patiente, on n'est pas encore à ce niveau-là. Il peut avoir aussi des complications à type de dégénérescence maligne, c'est-à-dire une maladie qui était bénigne peut devenir une maladie maligne, c'est-à-dire un cancer de la thyroïde. En effet, Marie-Thérèse fait du petit commerce de subsistance devant son lieu de résidence. De quoi subvenir aux besoins primaires de la famille. Je me débrouille un peu, après je fais un petit commerce, vraiment tout ça là-dedans. Je fais un petit marché pour s'occuper de mes enfants. Donc, lui aussi se débrouille aussi, c'est aussi un début, elle se débrouille aussi. C'est pareil pour lui Roger, qui se bat du côté du marché central à Douala, au lieu d'y marcher des femmes. Dans la vie, c'est juste un petit jonglage de taclage que nous faisons avec les cyclistes. C'est-à-dire, je vais au marché des femmes chercher les cyclistes et puis je jongle pour avoir le minimum pour manger. Avec le marché qui est un peu difficile, on ne trouve que le pain quotidien. On ne trouve que le pain quotidien, on n'est pas capable même d'épargner, ce ne reste que je ne sais quoi, le moindre franc possible. Et c'est ça vraiment qui nous rend un peu la vie pénible au point qu'on n'est pas capable de toucher à sa maladie. Parce que le revenu est trop faible pour moi de gérer la famille et de gérer sa maladie. Gabrielle, la mère de Marie-Thérèse, avoue également être incapable de gérer cette situation. Elle n'a pas de ressources financières nécessaires pour cette intervention chirurgicale. Parce que je suis veuve, je ne fais plus rien. Je vendais les beignets, mais le feu. À un moment, je vendais même la nourriture à la gare de Nuremberg. Mais la maladie, on m'a interdit le feu. Actuellement, je ne fais plus rien, je suis qu'à la maison. Et ces cadets sont encore les élèves. Même celle-ci, sa première fille, c'est à ma charge. Donc j'ai trop de charges et je ne peux pas. Les enfants de Louis Roger et de Marie-Thérèse ne sont pas eux aussi tous en santé. Je te soutiendrai, n'aie pas peur. L'aîné, par exemple, semble être autiste. Mais la situation sanitaire de leur maman reste la préoccupation première de cette famille. Parce que ça, quand ça reste dedans, ça fait mal. Quand ça fait mal comme ça peut devenir comme une forme. Comment ça se manifeste? Expliquez. Donc quand ça fait mal comme ça prend toute la tête. Jusqu'à la maman aussi, ça prend toute la tête. Nous sortis dehors, quand ils sont même dehors pour aller au marché, les gens me voient et se moquent de moi. Un se moque de moi, les enfants fuient. On dit que je suis le doudou. Compatissons à ce malheur, tendons l'oreille. Participons à ce
Tout compte fait, Marie-Thérèse a besoin de notre secours pour sa restauration sanitaire. C'est ainsi qu'elle a décidé avec les siens de se tourner vers la fenêtre de Secours Plus pour demander de l'aide aux âmes de bonne volonté. Les âmes de bonne volonté de m'aider à opérer le corps de ma fille. Parce que moi, je n'ai rien, je ne peux rien, je suis qu'une pauvre veuve. Et je ne vends plus, je ne fais plus le marché à cause de la maladie. Moi-même, je suis souffrante. S'il vous plaît, je vous en supplie de faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour retirer cette maladie-là de son cou. Moi, je ne supporte plus devant ma mère comme ça. Des fois, quand je viens à la maison, elle marche avec la tête baissée. Ça me fait mal. Je vous en supplie de retirer ça de son cou. Chers téléspectateurs, je vous en supplie de tout mon cœur, s'il vous plaît. Ceux-là qui avaient un peu de moyens, s'il vous plaît, contribuez pour la guérison de ma mère, s'il vous plaît. Je ne saurais comment m'en prendre si vraiment vous m'abandonnez, vous me l'abandonnez vraiment. Je vous demande humblement et sincèrement à tous ceux qui ont vraiment le cœur de pitié, d'aide et de bonté, vraiment de m'aider vraiment à la faire sortir de cette situation si difficile pour elle. Moi, je voudrais que les âmes de bonne volonté pour lui venir en aide, pour qu'on puisse retirer ses masses. Parce qu'elle a tout perdu, le poids, sa beauté, tout est fini. Elle est comme une vieille femme, elle est devenue comme traumatisée. Au milieu de nous, elle se retire et c'est comme si elle est l'enfant de quelqu'un d'autre. J'attends que les âmes de bonne volonté puissent venir en aide à ma famille, à ma grande soeur particulièrement, vu son cas, parce que là où elle ne peut rien, nous également nous pouvons rien. Aucune de mes soeurs ne travaille, ma mère ne fait rien. Nous on se bat seulement comme ça là pour manger, on ne met la peine à manger. Nous on se bat quand même, comme on dit Dieu que c'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel. On peut dire que c'est Dieu qui nous nourrit. Je demande aux gens de bonne volonté, bon volontaire, qu'on puisse m'aider sur ma maladie. Que vous en supplie. Que ma famille n'a rien. Mon mari est aussi c'est un débrouillard. C'est aussi un débrouillard, il n'a rien. C'est aussi un débrouillard. C'est moi que vous m'aidez, que m'aide. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous constatez, nous sommes au terme de cette autre édition. Nous avons présenté le cas de Marie-Thérèse et nous espérons que vous allez être nombreux à pouvoir véritablement faire sonner le téléphone aux différents numéros qui s'affichent sur le petit écran. Nous avons besoin véritablement de votre coup de main pour pouvoir soutenir cette famille en détresse, pour soutenir Marie-Thérèse afin qu'elle soit opérée dans l'urgence. Vous avez l'habitude de le faire. Faites-le encore et toujours et ne baissez pas les bras. Nous sommes certains que votre soutien, vos dons, aident énormément les populations qui en bénéficient. Au revoir et à la prochaine édition. Au revoir. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être heureux. Mère Teresa, merci pour tout votre soutien et restez fidèle à Secours Plus.